Bonsoir à tous, tout le monde est à son poste pour servir et regarder le talk des vacances. Je parle de tous nos téléspectateurs et des internautes qui nous regardent donc via tous nos réseaux et qui partagent, qui commentent sur le direct bien sûr de cette émission. Merci de rester avec nous. Des sujets assez croustillants donc, sont au menu de cette émission, de ce numéro du talk des vacances. Bienvenue à tous. Et nous sommes à l'avant-dernière de ces vacances. Et la charmante équipe est toujours là, sur ce plateau, toujours prête à vous servir. Dans cette équipe, Arnaud Gouy est toujours à son poste. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, un peu triste ce soir parce qu'on est à la veille de la fin du talk des vacances. Un peu triste, mais toujours ravi de commenter l'actualité avec vous, avec tout le monde sur ce plateau et surtout avec nos téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent. Qui ne lâchent rien du tout, donc qui sont avec nous pour commenter, comme s'ils participaient donc à animer cette émission et c'est très bien. On vous aime beaucoup. Merci d'être resté avec nous pendant toutes ces vacances et de continuer donc à l'être sur Live TV, la télé sans filtre et tous ces réseaux. Aïcha Kripi, comment ça va? Ça va très bien. Un peu grippé, mais... On l'a remarqué. Mais voilà, donc je m'excuse par avance si mon son, ma voix n'est pas très forte aujourd'hui. D'accord. Mais ça ira mieux, c'est passager. On est en vie par la grâce de Dieu. Moi, je suis tranquille parce que la distance de combien de mètres on a dit combien? 2 mètres par rapport à quelle maladie? Un mètre. D'accord. Là, il y a 2 mètres entre nous, donc je suis tranquille. Mais c'est quoi, Covid? Mais il y a que pour... c'est une petite grippe. C'est une petite grippe. Oui. Pour un rétablissement. Je vais changer de place avec vous. Justement, Gandhi Cuyer, comment ça va? Ouais, ça va, enfin comme d'habitude, très content. Et puis là, je salue tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Salut la team. Et qui t'envoient les messages? Ouais, salut la team. Et puis bon, je salue en fait tous ceux qui nous critiquent positivement d'ailleurs. Bah ouais. Voilà. Je vais faire. On n'oubliera pas de mettre sous silence le joli téléphone qu'il y a devant toi. Je fais un coucou à notre consoeur chargée des réseaux sociaux. Ryan Assi, la ravissante. Tu aurais pu le dire depuis très longtemps quand même pour que à chaque intro j'annonce ce titre qui lui va si bien quand même. Responsable des réseaux sociaux sur le talk des vacances, c'est ça? Et puis en fait, bien de choses à tous les parents d'élèves qui sont ensemble se grouper pour pouvoir en fait faire une bonne rentrée. Pour faire face à cette rentrée scolaire. Et toutes ces dames-là qui sont surtout seules, les mamans. Voilà, comment... Les mères célibataires. Les mères célibataires. Qui sont toutes seules à scolariser leurs enfants. Voilà. Courage à toutes ces dames. Tu as un grand cœur toi. Bravo. Beaucoup. Tu n'as salué personne de mon nouveau. Je le ferai des Rayana Assi, responsable chargée donc des réseaux sociaux sur le talk des vacances. J'accepte, pourquoi pas. De toute façon, on est bien en contact avec nos internautes. Ils sont toujours vifs, toujours répondants, toujours dans les débats. On les adore. Donc je suis contente de ce titre. Très bien, très bien. Merci d'être là. On va démarrer tout de suite cette émission avec une nouvelle un peu triste, mais très triste. On en parle tout de suite dans hommage à Sori Diabaté. Alors que les éléphants de Côte d'Ivoire s'apprêtent à faire leur entrée donc, dans ces éliminatoires, Cannes 2025 au Maroc, la première journée se joue pour les éléphants de Côte d'Ivoire, demain vendredi à Bouaké, au stade de Bouaké, donc dès 19 h. On apprend depuis ce matin la disparition de Sori Diabaté, avec beaucoup de tristesse, une grande tristesse. Le monde du sport, du football ivoirien a appris le décès donc, de Sori Diabaté, ex-premier vice-président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Il avait été président intérimaire donc après la disparition aussi, bien sûr, de Idriss Diallo. Donc on est tout triste donc, de savoir que Sori Diabaté donc, a plié les chines. A rendu le tablier de football, cet amoureux qui avait été en compétition donc, aux élections pour la FIF face à Didier Drogba et face à Yacine Idriss Diallo. Il a tiré sa révérence. Que sait-on de l'homme? Quelles sont vos émotions sur ce plateau, Gandhi? Ce que je sais de l'homme, c'est un dirigeant qui a marqué en fait, le football ivoirien. Vous savez, déjà bien avant ça, il a été lui-même président de club au niveau de Bingerville. Il a accompagné en fait, l'équipe de football un peu partout parce que déjà avant d'être président par intérim, il était le premier vice-président. Et je pense que c'est un homme qui aimait véritablement le football. Il s'est donné corps et âme. Ce que je sais de sa vie en fait, professionnelle, je sais qu'il était banquier de formation. Et c'est malheureux, ce matin, toute la Côte d'Ivoire a appris en fait, son décès. Je voulais profiter de là pour souhaiter mes condoléances à sa famille biologique et à tout le monde sportif. Mais c'est vrai qu'au-delà de lui, je pense qu'après Souleymane Bamba, il y a aussi un joueur peut-être dont on n'a pas parlé, il s'appelle Ba Bernardin, qui a aussi en fait, qui est parti.
Et c'est l'occasion vraiment de dire en fait toutes mes condoléances à toute la famille sportive, déjà bien avant le match de demain, voilà, à qui nous souhaitons, à tous nos éléphants que nous souhaitons vraiment une bonne victoire. Voilà. Très bien. Arnaud Goï. Oui, c'est une nouvelle très triste parce que le football ivoirien est associé à son image, ou du moins son image est associée au football ivoirien. On se rappelle que dans les plus grandes heures du football ivoirien, dans la période Yaya Touré, Didier Drogba, etc., il a été de toutes les aventures, très présent. C'était quelqu'un, pour ce qu'on a entendu, de très rigoureux, et puis on le voyait, hein, à la façon dont il gérait. On l'a rappelé, il a été ex-vice-président, président intérimaire. C'est vraiment le top management du football ivoirien. Il a même tenté d'être à la tête du football ivoirien, même s'il n'y est pas parvenu. Mais on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, de passionné de football, de très engagé auprès des joueurs. Il était très présent également auprès de nos Pachidènes. Et c'était une grosse perte à la fois pour le football ivoirien, mais plus généralement pour le football africain. Il faut rappeler qu'il était proche des joueurs. Des Didier Drogba, Yaya Touré, tous les autres qu'il connaît, il était très proche de ces joueurs-là, très amoureux du football. Donc dans cette compétition, pour être à la tête de la fédération, il était venu en deuxième position derrière Yacine Idriss Diallo, de qui il est très proche. Il était très proche aussi. Que savez-vous, mesdames, de Sori Diabaté? Qu'est-ce que vous éprouvez ce soir? Ce que j'éprouve, en tout cas, c'est un sentiment de compassion pour sa famille, pour ses proches et donc pour tout le football ivoirien. J'aimerais quand même exprimer mes condoléances à tous. Ça fait toujours un pincement hein, quand on se rend compte que dans un domaine, on commence à avoir pas mal de départs successifs comme ça. En tout cas, que son âme repose en paix et que Dieu l'accompagne. Très bien. Jacques Répi? Oui, c'est exactement pareil. Hein. Beaucoup de compassion envers sa famille footballistique, envers sa famille biologique. Évidemment, la mort ne prévient pas. Donc, c'est regrettable et on espère que ce soit le football ivoirien et sa famille vont se remettre de cet événement. Ça nous rappelle aussi à nous, qui sommes encore là, qu'on est passagers en fait. Donc aimons-nous vivants, comme on dit. Très bien. Merci à vous tous. Et encore toutes nos condoléances donc au monde du sport en Côte d'Ivoire et à tous les proches de Sori Diabaté. Poursuivons cette émission avec la vidéo du jour. Et toujours dans l'optique des présidentielles 2025, Simone Gbagbo est sur France 24. Elle dit, entre autres, dans cette interview, Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat en 2025. L'une des choses que nous avons retenues et que nous allons décortiquer, décrypter pendant cette partie d'émission. Très chers amis, on a tous regardé, écouté ce discours. La première question que je m'en vais poser là tout de suite, c'est pourquoi faire confiance aux médias européens en accordant une interview aussi importante, où on dit certaines choses qui semblent importantes, au lieu d'accorder ces interviews-là à des médias ivoiriens pour leur donner la valeur. Tu fais bien, hein, Eric, de soulever ce questionnement. J'avoue que moi, quand on a reçu cette information, avant même d'aller dans le fond de ses propos, j'ai tout de suite eu cette interrogation parce que ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte que des leaders de l'environnement politique ivoirien, plus généralement africain, mais surtout de l'environnement politique ivoirien, donnent la primeur de l'information à des médias étrangers que très souvent eux-mêmes dénoncent, que très souvent eux-mêmes appellent à dénoncer. Donc c'est vraiment le premier sentiment que j'ai eu, c'est nos médias locaux, nos chaînes privées ne sont-elles pas assez compétentes, ne méritent-elles pas d'avoir la primeur de l'information. Je comprends qu'on soit libre de choisir les médias sur lesquels on va s'exprimer, mais je pense qu'il faut rester cohérent quand même dans sa démarche. Quand on parle aux Ivoiriens, quand on parle de ce qui concerne les Ivoiriens, on commence par le faire chez les Ivoiriens avant de donner l'information ailleurs. Très bien. Nous faisons un tour de table pour ce qui concerne la forme de cette interview. Arnaud Goï. Oui, moi j'ai trouvé l'interview intéressante, mais ce que je déplore exactement, comme le disait Rayana, c'est cette tendance qu'ont l'ensemble de la classe politique, opposition, pouvoir, nos présidents africains, etc., à donner les primeurs des informations ou des interviews à des médias étrangers. On ne veut pas être président français, on ne veut pas être président africain, parce que même quand on regarde, ça pourrait à la limite se justifier si France 24 était le média le plus suivi en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, on va se rendre compte que France 24 est très loin derrière. Il y a plusieurs médias qui sont
devant en termes d'audience, etc. Donc, si on veut parler aux Ivoiriens, si on veut parler à son électorat, si on veut parler à ceux qui vont nous voter demain, ben, le minimum, c'est de les trouver dans les chaînes dans lesquelles ils sont. Et puis, deuxièmement, en termes de symboles, comment venir parler de sujets aussi importants comme la fermeture de la base française en Afrique et ici en Côte d'Ivoire, la sortie du CFA, parce que c'est l'une des personnalités politiques qui a clairement pris position, parce que les hommes politiques, quand ils sont interrogés, ils sont très souvent pas très clairs, mais elle a dit très clairement qu'elle ne veut plus du CFA, de cette relation avec la France, sur un média français. Voilà. Donc la cible, ceux qu'on vise sont en Côte d'Ivoire. Et je pense que lorsqu'on a de l'égard pour ces électeurs, c'est peut-être bien de donner beaucoup plus de valeur à l'ensemble de l'environnement politique en Côte d'Ivoire. Et les médias locaux font justement partie de cet environnement. On veut faire confiance aux médias ivoiriens. Au dernier sondage, Live TV est en tête des médias télé ivoiriens. Pourquoi ne pas venir sur Live TV pour nous accorder cette interview, faire confiance aux médias ivoiriens, c'est très important. C'est vraiment la question qu'on se pose. Et puis, je te garde sous la main, oui. On va revenir là-dessus, donc pour que tu puisses donner ton point de vue. On a critiqué la forme, on va aller maintenant dans le fond, pourquoi pas. Mais avant cela, permettez-moi de vous proposer un extrait donc, de cette interview accordée par Simone Gbagbo, président du MGC, donc à France 24. Alors, vous avez vécu, évidemment, aux premières loges, la crise post-électorale de 2010-2011, avec son lot de morts et de violences. Alors, est-ce que vous craignez que, justement, si les conditions ne sont pas les bonnes, vous avez parlé d'élections apaisées, est-ce que vous craignez à nouveau des élections violentes, Je rappelle quand même que le dernier scrutin présidentiel, on avait eu des violences et 85 morts officielles. Ben Justement, et c'est ce que nous craignons. Et c'est pour ça que nous demandons qu'un dialogue soit organisé au niveau de tous les intervenants sur l'échiquier politique national pour qu'ensemble, on s'accorde sur ce qu'il y aurait à faire. La révision des listes électorales. La révision de la liste électorale doit être annuelle. La CEI ne l'a pas fait et maintenant, elle veut imposer une révision en un mois. C'est irréaliste, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, que cette révision qui va démarrer, qu'elle puisse se dérouler sur plusieurs mois, jusque même en 2025, jusqu'à ce que nous arrivions à 3 mois des élections présidentielles de 2025. Voilà ce que nous demandons. Sinon, vous craignez le pire? Si ça se fait, nous pourrons avoir des élections apaisées. Selon vous, selon votre lecture, Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être un nouveau candidat et pensez-vous qu'il va l'être? Bon, si je pense qu'il va l'être, en tout cas, c'est ce que les membres de son parti annoncent et proclament chaque jour, qu'il va être leur candidat. Maintenant, est-ce qu'il a le droit d'être candidat? J'ai dit, si nous regardons nos textes, il n'avait déjà pas le droit d'être candidat en 2020. Alors aujourd'hui, il en a encore moins de droits. Mais bon, est-ce que nos textes sont respectés? Voilà la grande question. Si en 2025, lors de l'élection, Laurent Gbagbo est devant vous et vous devez vous désister, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Et est-ce que vous espéreriez que lui le fasse si vous êtes en tête? J'espérerais qu'il désiste si je suis en tête. Ça, c'est sûr que je l'espère. Qu'il désiste si moi, je suis en tête. Mais comme je l'ai dit, je considère aujourd'hui qu'on n'en est pas encore là, dans ce débat-là. Une partie donc, de l'interview de Simone et Yves Gbagbo accordée à nos confrères de France 24. Alors, on revient sur le fond alors. D'abord sur la forme, en fait, je voulais me prononcer. D'accord, tu nous ramènes sur la forme. Comme les autres confrères et consoeurs. D'accord. D'abord sur la forme, et c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas si c'est le complexe de l'infériorité qui, en fait, est véhiculé par nos dirigeants ivoiriens, malheureusement. Et chaque fois qu'on peut faire des sorties de ce genre, on veut forcément le faire via un quotidien, ou bien un journal occidental. Là, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui, à longueur de journée, parlent de panafricanisme, ceux qui parlent d'abord des Ivoiriens, on se demande qui ils veulent diriger, en fait. C'est les Ivoiriens, en fait. On est leader d'un parti politique ivoirien, on a la possibilité de parler. C'est eux, plutôt, qui devraient faire la promotion, en fait, de nos journalistes et de nos quotidiens. Mais c'est malheureux. Et ça ne se limite pas seulement qu'aux sorties, en fait, au niveau de la presse. Vous voyez, même quand ils sont souvent en vacances,
vous les verrez en train d'aller en Occident, alors qu'en dehors d'Abidjan, il y a d'autres lieux en fait en Côte d'Ivoire qu'on peut découvrir. Quand ils sont malheureusement malades pour un petit palu, ils préfèrent aller ailleurs, en dehors des hôpitaux qu'ils construisent. Donc là, déjà sur ce plan-là, il faut revoir en fait, les Africains doivent se revoir, surtout les leaders ivoiriens qui ont toujours tendance à être de bons diseurs, mais qui ne sont pas de bons faiseurs. Revenons alors à cette interview. L'interview, première chose qu'elle remarque, qu'elle annonce ici, donc c'est qu'elle critique, hein, donc c'est la révision de la liste électorale. Oui, c'est assez court quand même, un mois c'est peu. C'est légitime, je pense qu'à ce niveau-là, là où il y a des acteurs, parce qu'il y a deux acteurs, il y a l'opposition, il y a la mouvance présidentielle, c'est tout à fait normal, des gens qui se retrouvent en fait pour une bataille, quand ils ne sont pas d'accord, ils ont eu à l'exprimer, c'est déjà légitime. Maintenant, c'est au gouvernement de voir, je pense que ça se fera via ce qu'on a appelé le dialogue politique pour voir sur quoi est-ce qu'on peut s'entendre. Pour ma part, tout ce qui est humainement possible est faisable, à condition que ça se fasse dans un dialogue pacifique, en fait, tout et tout, où on a des arguments. Donc pour moi, c'est légitime dès que des gens expriment en fait de leur désaccord sur une chose où on peut pouvoir discuter, c'est tout à fait possible. Voilà. D'accord. Gandhi reste impartial sur, sur sa proposition de Simone Gbagbo, qui est donc d'élargir un peu donc, en matière de temps. Alors toi, à tort ou à raison, dit-elle, donc un mois, c'est peu. Et moi, c'est peu, très clairement, surtout que la loi elle-même prévoit que la révision soit annuelle. Il ne faut pas l'oublier, la liste électorale est un document administratif, tout comme la carte nationale d'identité ou n'importe quel autre document. Imaginez-vous que dans notre pays, par exemple, on décide de faire la carte d'identité une fois tous les 5 ans, ou une fois tous les 3 ans. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas normal. Donc ça, franchement, je suis totalement d'accord avec ce point de vue. Je pense qu'on a trop de personnes qui sont privées de leurs droits de vote, c'est un droit élémentaire, hein, qui sont privés de leur droit de vote, non pas parce qu'ils ne veulent pas voter, ou bien non pas parce qu'ils ne veulent pas s'inscrire sur la liste électorale, mais parce que l'État estime qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir permettre aux Ivoiriens d'entrer en possession de leurs droits. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Et il faut absolument que le délai soit prolongé, mais bien au-delà, qu'on puisse développer un état civil, et je crois qu'on a déjà évoqué ici, qu'on puisse développer suffisamment de technologies pour pouvoir avoir un état civil beaucoup plus maîtrisé, afin que l'inscription sur la liste électorale se fasse systématiquement. D'accord. Aïcha, sur cette liste électorale, il faut beaucoup plus de temps. Les moyens, comme il a dit, se justifient. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, on raccourcit peut-être... non, élargir plutôt. Élargir oui, elle a parlé d'élargir à plusieurs mois, jusqu'à 3 mois, je crois. Jusqu'à 3 mois. Avant l'élection présidentielle, ça me semble plutôt plus réaliste peut-être qu'actuellement. On a parlé de la carte d'identité et autres documents à fournir qui sont peut-être plus difficiles à obtenir. Après, au niveau de l'opposition, donc excusez-moi, elle a aussi dit qu'elle souhaitait une union totale de toute l'opposition, peut-être former une opposition contre le front justement qui est actuellement à la présidence. Donc ça conforte le fait qu'on puisse se dire qu'il y aura un front uni contre le parti au pouvoir. Et je pense, pour revenir à la forme rapidement, qu'elle a peut-être pris le parti de passer par un média qui n'est pas ivoirien pour peut-être alerter une communauté internationale, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup en général à du mépris quand nos personnalités politiques font ce genre de choses. Elle parle aussi donc, de la candidature du président Alassane Ouattara pour 2025. Elle dit ne pas souhaiter qu'il soit président quand elle s'appuie sur le droit. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, pour être un peu plus pragmatique, c'est une histoire que je pourrais dire, une histoire déjà passée, pour ma part. C'est-à-dire qu'on veut être plus concret. Aujourd'hui, il y a des élections, c'est de militer à ce que tous ceux qui sont candidats, et bien tous ceux qui peuvent être candidats, puissent l'être. À l'heure actuelle, c'est l'ancien président de la République, le président du PPACI, qui n'est pas éligible. Je pense aussi à Charles Blé Goudé. En fait, c'est à cela qu'il faut négocier. Du point de vue, au niveau du camp présidentiel, ils donnent des arguments selon lesquels leur candidat est éligible et déjà l'institution. Quand nous sommes des républicains, même si le Conseil constitutionnel a donné un arrêt qui lui permet d'être candidat, il faut s'en tenir, même quand on n'est pas d'accord. Moi, je ne veux plus qu'on revienne sur le juridisme parce que est-ce qu'il faut bavarder? Il est candidat, il faut l'affronter, il faut aller de l'avant. Il n'a pas encore dit. Non, je le dis. Et même s'il ne le dit pas déjà, il y a des signaux qui montrent qu'il sera candidat. Ça, c'est un autre débat. Mais je vais dire, concernant la position de Simone, quand tu as dit qu'il n'est pas candidat, parce qu'on l'avait dit, le Conseil constitutionnel en a déjà décidé, il faut s'en tenir, qui a dit qu'il pouvait toujours être candidat. Il faut s'en tenir pour pouvoir évoluer, pour éviter des histoires. Aujourd'hui, c'est de créer
un climat pacifique pour que nous ayons des élections, pour que toute la population ivoirienne, tout le peuple puisse gagner, pour ma part. Et justement, le climat pacifique dont Gandhi parle repose quand même sur une forme d'entente, repose quand même sur une forme de dialogue qui doit être ouvert, et il est plus qu'urgent que ce soit ouvert. Tout ce dont elle a parlé lors de cette interview, ce sont des points donc, qui ont été déjà relevés dans le communiqué dernier qu'on a eu à décrypter sur ce plateau. Je ne suis pas d'accord quand Gandhi dit que c'est un sujet qui est déjà passé, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans les éléments de langage de l'opposition, et c'est un sujet qui revient souvent aussi dans les éléments de langage de pas mal de personnes de la population. Oui, ça a été acté par le Conseil constitutionnel, mais est-ce que tout le monde dans le ressenti général est d'accord avec le principe? Est-ce que tout le monde le ressent légitimement? C'est important de tenir compte également de ce qu'on estime légitime ou pas. C'est vrai qu'il y a ce qui est légal, mais il ne faut pas, j'ai envie de dire, en renvoyer du revers de la main ce qui peut poser problème, parce que ce sont des éléments de langage aujourd'hui qui sont utilisés, réutilisés, réutilisés. Il est plus qu'urgent d'ouvrir un vrai dialogue, d'écouter les propositions de l'opposition. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais de trouver une entente. Et c'est sur ça que va reposer la paix et la sérénité dont on parle pour les élections prochaines. Ouais. Parce que si tel est que ça reste comme ça et que finalement on se retrouve avec une opposition qui n'est pas satisfaite de certaines demandes qui sont tout à fait légitimes, parce qu'on observe quand même la scène politique ivoirienne et on se rend compte que certaines demandes de l'opposition sont légitimes. Est-ce que le fait que le président Ouattara ne se présente pas pour 2025 fait partie des demandes de l'union, donc de tous les partis rassemblés autour de Simone Gbagbo? Je ne prends pas d'opposition par rapport à ça. Ce que je suis juste en train de dire, c'est que si ça revient souvent dans les éléments de langage, à un moment, soit il faut écouter, mettre le sujet sur la table, donner une réponse qui peut satisfaire tout le monde. Et quand je parle vraiment de tous les sujets qui ont été abordés également par Mme Yvette. C'est vraiment de dire tout ce qu'elle a soulevé sur cette chaîne internationale comme point, ce sont des points qui doivent être abordés lors d'un dialogue qui doit être ouvert de façon urgente parce que ça revient. Et ici, il n'y a que par ce moyen qu'on pourra avoir des élections apaisées. Justement, moi je me dis que c'est peut-être pour ça qu'elle est passée par une chaîne qui a une portée plus internationale, peut-être au-delà de la Côte d'Ivoire, même si effectivement quelqu'un demandait en commentaire si on demande des audiences à toutes ces personnalités politiques. Oui, on envoie des invitations à tout le monde, mais peut-être que justement, elle l'a dit plusieurs fois, on n'a pas été entendu. On a fait des demandes de dialogue, on n'a pas été entendu. Peut-être que là, effectivement, c'est une façon de casser la porte qui est fermée. Moi, je ne suis pas de cet avis. Là, je ne suis pas de cet avis parce que là, c'est un constat. En fait, nos dirigeants ont eu tendance toujours à pouvoir faire leurs sorties les plus importantes via des médias occidentaux. Ça, c'est un constat. Ça n'a rien à voir. On peut interpeller même la communauté internationale via des sorties de nos journaux. Ça peut se passer. Des journaux existent. Je pense que puis à eux maintenant de pouvoir les ventiler. Mais je vais revenir sur un fait. Même ces médias internationaux nous suivent. Hein. Oui, justement. Aujourd'hui, même au niveau de l'audience. Au niveau même de l'audience. C'est-à-dire que quand vous faites aujourd'hui une sortie sur Live TV, vous êtes suivi à travers le monde entier. Oui. Voilà. Même si vous faites ça à travers un journal, ils vont s'en procurer le journal. Mais moi, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de juger que ça soit légitime ou pas. Mais je veux dire, en l'état actuel des choses, quelqu'un qui a été déjà président de la République 2 fois, là où on attendait le Conseil constitutionnel, selon eux, pour dire qu'il n'est pas candidat, on a vu les discussions, ce que ça a donné. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui peut être peut-être bon à faire aujourd'hui, compte tenu de la tension qui prévaut, il y a lieu impérativement que la mouvance présidentielle, c'est-à-dire le camp présidentiel et l'opposition, puissent s'asseoir pour discuter afin de trouver des choses où nous pouvons être d'accord. Ça, c'est clair. Mais concernant l'éligibilité de Ouattara, pour ma part, quelqu'un qui a été déjà candidat une 2e fois, parce que n'oubliez pas qu'il n'était pas éligible par le passé et c'est le parti d'alors, le pouvoir d'alors, qui l'a rendu éligible. Certains pouvaient s'en plaindre. Il faut laisser à un certain moment donné. Et je ne crois pas que dans leur discussion, dans tout ce qu'ils appellent leurs éléments de discussion, ça fasse partie des doléances ou bien des conditions pour une élection plus paisible. On n'a pas vu ce point. Justement. On n'a pas vu ce point, justement. Le Conseil constitutionnel déclare le président Alassane Ouattara éligible pour les prochaines élections. C'est cela. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut ramener sur la table? Non, mais je crois que l'opposition ne ramène même pas ce sujet, même Simone Gbagbo, mais très clairement, le journaliste l'a poussé sur ce terrain, lui a demandé quel est son avis sur la candidature, etc. Sinon, très clairement, son message sur ce média, en tout cas, c'était justement d'appeler à un assainissement des conditions électorales en Côte d'Ivoire. Très bien. Elle parle aussi, dans cette interview, de son ancien compagnon de lutte et ancien époux, Laurent Gbagbo. Que dit-elle sur lui? Bon, elle a dit à peine 2 mots sur Laurent Gbagbo, même si c'est ce qui finalement a fait la une du... Ça a été le grand titre de cette interview. Exactement, de ce journal et d'autres d'ailleurs qui l'ont repris. Oui, il lui a été demandé est-ce qu'elle soutiendrait M. Laurent Gbagbo si celui-ci était en
en tête, en tout cas était bien placé lors de l'élection, en tout cas s'il est candidat, et vice-versa. Donc elle a saisi la balle au bon et elle a dit qu'elle aimerait bien que, en tout cas si elle est bien placée, que M. Laurent Gbagbo puisse la soutenir au second tour. Donc finalement, ça a été la une de ce média. D'accord, mais elle dit pas, elle aussi, hein, donc si elle va le soutenir, si c'est lui qui est en tête. Elle n'a pas dit. Tout à fait, elle a été très mesurée, elle a pris le ballon au bon, elle a pris une partie de la question, bien sûr, elle a pris une partie de la question pour la soutenir, parce qu'après, elle dit qu'elle aimerait ça, mais si elle doit soutenir Laurent Gbagbo, c'est le parti qui soutient Laurent Gbagbo. Il faut que le parti le décide. Lorsqu'on a des élections entre les deux tours, entre le premier et le second tour, les états généraux sont en alerte. Les gens se réunissent, ils discutent. Est-ce qu'on doit aller avec tel candidat ou tel autre candidat quand il n'y a pas d'accord de principe préalable? Donc, très clairement, pour pouvoir se prononcer, est-ce qu'elle soutiendra Laurent Gbagbo? Ce n'est peut-être pas sûr que l'ensemble de son QG, de son quartier général, qu'elle a l'adhésion en fait de tout le monde. Donc, elle est restée prudente pour dire qu'elle aimerait bien qu'on la soutienne. Et puis, elle est restée silencieuse. Elle ne sait pas s'il sera candidat parce que pour l'heure, il n'est pas éligible. Tout à fait. Il n'est pas sur la liste électorale. Donc, on ne sait pas si cela va changer. Hein, donc, si elle est visionnaire, nous ne savons pas. Peut-être qu'elle l'est. Non, mais elle n'est pas rentrée dans les détails des candidatures. Même à son niveau, elle a dit qu'elle attendait le congrès de son parti qui avait lieu en novembre, si j'ai bien compris. Avec une longue attente. Hein. Voilà. non, elle attendait le congrès de son parti. Bon, on est presque sûr qu'elle sera candidate de son parti. Mais en tout cas, elle n'a pas expressément annoncé qu'elle sera candidate. Mais elle a parlé d'une union totale de l'opposition. Le président Laurent Gbagbo, ancien président, fait partie de l'opposition. D'accord. Voilà. La saison dernière, Dr Simone Eivé avait déjà accordé une interview à Live TV. Ça avait été très difficile dans le cadre de 100 langues de bois. Nous étions déplacés donc, à son domicile pour faire cette interview. Et ça a été très difficile de nous accorder cette interview. On espère que pour la saison qui arrive en septembre-là, ce sera beaucoup plus facile d'accorder une interview et même de se déplacer, pourquoi pas, donc, sur l'un de nos plateaux ici, pour nous accorder des interviews et nous faire des déclarations aussi importantes que celles qu'on annonce sur des médias étrangers, ceux qui entendent, qui ont besoin d'entendre, à qui vous avez besoin, vous aussi, de faire entendre vos messages, sont ceux qui regardent nos médias. Adressez-vous à nous. On est avec vous, vous êtes avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du Talk des vacances avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Nous recevons quelqu'un qui avait été aux premières heures du Grand Talk sur la télé sans filtre, un confrère, un journaliste qui est devenu homme politique. Peut-être que certains sur ce plateau vont suivre son chemin, ne sait-on jamais. Irène Guébou, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Ravi d'être ici, très content. Bien mis, beau gilet, belle cravate. Merci beaucoup. Tout va bien. Merci beaucoup, ça va bien. D'accord. Vous n'êtes pas venu être chroniqueur sur ce plateau avec nous ce soir? Non. Pas du tout. Vous êtes venu parler au nom de votre parti. Notre mouvement politique. Votre mouvement politique, pardon. Sinon, avant d'aborder ce sujet, on va aller sur l'image du jour. Aïcha, il n'y a pas longtemps, elle se posait la question de savoir pourquoi M. Macron s'occupe d'autre chose au lieu de se concentrer sur trouver un Premier ministre. Eh bien, il a entendu, il a trouvé un Premier ministre. L'image du jour. Après plusieurs semaines d'impasse, les Français ont un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Michel Barnier. Aïcha, que sait-on de l'homme? On l'a appris, il a été nommé aujourd'hui. Hein. On sait qu'il a été... c'est un homme d'État, hein, donc il a 73 ans, c'est un homme de droite. Il est issu de la coalition Ensemble, qui est le nouveau nom de En Marche, qui est le parti du président actuel Emmanuel Macron, et Les Républicains, qui est un parti de droite. Donc il a notamment été ministre de l'Environnement sous Édouard Balladur en 1993 et 1995. Dans cette période-là, il a été aussi ministre des Affaires étrangères, entre 2004 et 2005 sous Jean-Pierre Raffarin et enfin ministre de l'Agriculture et de la Pêche entre 2007 et 2009 au sein du gouvernement de François Fillon. D'accord. Alors, ça pose question parce qu'on sait que le nouveau Front populaire a gagné, donc un front de gauche, les élections législatives qui se sont déroulées dernièrement. Le président de la République n'est pas légalement tenu de nommer un Premier ministre forcément de gauche, mais la gauche en tout cas, les partis de gauche sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'une motion de censure peut être posée pour renverser le gouvernement. Alors, est-ce de la provocation? Dans tous les cas, cette nomination peut être je veux dire, il est là pour quelques jours peut-être. Hein. Ah, oui, parce qu'en fait, la majorité à l'Assemblée n'est pas
de droite. Donc c'est comme si c'était un petit peu pour gagner du temps encore, parce qu'on ne sait pas qui mettre là. Et effectivement, le président de la République l'a dit, Emmanuel Macron, il a encore des doutes, il n'arrive pas à trouver de personne qui peut lui convenir. Ça veut dire aussi qu'on nomme un homme de droite alors que les élections ont été remportées par un parti de gauche. Pour moi, c'est un petit peu un hold-up politique aussi. D'accord. On Voilà. peut nommer un Premier ministre et puis du jour au lendemain, donc, parce qu'on a trouvé finalement celui qu'on voulait au fond. Oui, temporairement. Logiquement, la logique voudrait qu'il ne reste pas là longtemps au pouvoir. On peut l'éjecter très facilement en fait. D'accord. Voilà. Un deuxième avis, quand même, on ne va pas lui garder donc, le chapeau sous lequel il est venu ici, mais journaliste de son État quand même, avant de devenir homme politique. Une petite lecture quand même de cette actualité. Je retiens juste qu'on arrive à la fin d'une longue histoire. Ça a duré quand même un peu plus de 50 jours. Le pays était Pourquoi cette longue attente? Je ne sais pas, certainement les négociations, certainement les dissensions, certainement les désaccords, des mariages, des alliages et des divorces, dans un camp comme dans l'autre. Finalement, on arrive à la fin d'une histoire. Et puis, on fait un Premier ministre. Maintenant, ça a été dit, quitte à savoir est-ce que le Parlement va l'adouber ou pas. Je pense que ça va alimenter les débats. Il faut voir le gouvernement qui sera aussi formé, qui entre au gouvernement, qui sort. Est-ce que ça sera de la gauche, de la droite, est-ce que ça sera du centre? C'est encore une histoire qui va couler pendant quelques jours. D'accord. La France est peut-être en train d'entrer dans ce que nous, les Africains, on aime appeler gouvernement d'union. Ne sait-on jamais. Bon, vous aviez la parole et justement, vous êtes l'invité du soir. On va vous recevoir solennellement maintenant. Donc, l'invité du soir. L'invité du soir, si la réclame n'est pas là. Il est vice-président de l'ADCI en charge de l'éducation, la formation et la communication à l'ADCI. C'est bien donc aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. C'est un mouvement politique de Tiemoko Assalé, Antoine, député maire de Tia Salé. Alors, Monsieur Guébo, donc, quelle est la place aujourd'hui de l'ADCI dans le paysage politique ivoirien? Alors, ADCI, aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire arrive, depuis 3 mois maintenant, s'installe. C'est un mouvement politique. Déjà, il faut le préciser, ce n'est pas un parti politique. On a fait le choix d'être un mouvement politique parce qu'un mouvement politique, on le considère beaucoup plus rassembleur. Quand on regarde un peu la façon dont les partis politiques traditionnels inspirent méfiance et parfois sont clivants et sont parfois des instruments de division et de dissension. Donc, on a choisi d'être un mouvement politique pour rassembler, au-delà des partis politiques, au-delà des idéologies ethniques, religieuses, ainsi de suite. Donc, on est vraiment un mouvement politique qui arrive pour apporter quelque chose de nouveau, une alternative. Pourquoi? Parce que qu'on le prenne par un bout ou par un autre, quand on regarde en fait l'environnement politique, le modèle de société qu'on a aujourd'hui, il est totalement insaisissable. Regardez les alliances. Aujourd'hui, certains s'embrassent, s'enlacent, s'entrelacent même, et demain divorcent en faisant fi des idéologies politiques. Donc, on s'est dit, il faut apporter un mouvement qui est dans la rupture. La rupture est un mouvement qui va s'intéresser à ce qui est fondamental. Pour nous, ce qui est fondamental, c'est la réforme des institutions, c'est à la fois la lutte contre la corruption, c'est surtout instaurer une société de confiance, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de méfiance et de défiance. Comment faire en sorte qu'on arrive, on aille au-delà des clivages, on aille au-delà de tout ce qui a fomenté aujourd'hui l'environnement politique et à instaurer la peur, la mort même parfois avec la politique. D'accord. Arnaud Goï. Bonsoir Israël, bonsoir, c'est un plaisir de te revoir sur ce plateau. Déjà, avant même de poser ma première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer le logo? Il y a une paire de lunettes, qu'est-ce que ça Oui, rapidement. Alors la paire de lunettes, c'est parce que nous voulons voir. La lunette, c'est pour la vue, la vision. Notre vision, elle est à la fois actuelle, factuelle, mais aussi elle est prospective, elle est dans l'avenir. C'est pour ça d'ailleurs c'est aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Nous voulons surtout aussi regarder de près ce qui se fait dans ce pays-là afin de pouvoir mieux dénoncer, apprécier, mais aussi proposer. Vous avez un soleil levant qui est porteur d'espoir, porteur d'une nouvelle dynamique. Vous avez un logo qui est écrit en gras, en majuscule, pour montrer un mouvement qui se veut mature, ancré en Côte d'Ivoire, mais également qui progresse vers l'avenir. D'accord. Et c'est quel type de mouvement en termes d'idéologie? À quelle idéologie a adossé en fait ce mouvement? On ne croit vraiment pas aux idéologies. Regardez aujourd'hui comment se comportent les partis politiques. On fait fi des idéologies, je l'ai dit, et on se marie. Et après on divorce. Aujourd'hui, nous sommes plutôt assis sur 7 piliers fondamentaux. Premièrement, l'éducation et la formation. Ensuite, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Après, nous avons l'agriculture, le pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire qui est vraiment d'actualité. Nous avons aussi la transition écologique et le développement durable. Nous avons la jeunesse et l'employabilité, les femmes
et la santé et l'hygiène publique. Donc voilà pour nous les piliers principaux qui vont guider notre projet, notre programme dans l'avenir. Mais justement, j'entends bien qu'il y a l'éducation. Ta dernière question pour le moment pour laisser les autres. Très bien, j'entends bien qu'il y a ces différents points, mais il y a peut-être une idéologie qui va sous-tendre en fait la nature de vos actions et de vos propositions. Est-ce que vos propositions ne sont pas adossées sur une conception de l'État et donc une idéologie politique? Mais je l'ai dit, on ne peut pas rester fixé sur les idéologies. Parce qu'à un moment donné, et c'est pour ça qu'on a un mouvement, on est dynamique. On part chercher ici et là. Nous situons, j'ai envie de dire, balle au centre pour pouvoir embrasser l'ensemble des Ivoiriens. Tous ceux qui se reconnaissent et qui ont envie d'une rupture au sein de l'environnement politique sont attirés par ADCI. Donc, pour nous, l'idéologie n'est pas un indicateur. Ce qui est précieux, c'est le bien-être des populations et comment est-ce que la Côte d'Ivoire avance et avance en mieux. Mais donc finalement, vous vous positionnez comme des observateurs de la gouvernance et de la politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre mouvement et un think tank, par exemple? Parce que vous avez des sujets, vous observez, vous analysez et vous faites des recommandations. C'est tout le fonctionnement d'un think tank. Non, nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes aussi des acteurs. C'est-à-dire qu'au-delà d'observer, nous sommes des acteurs, nous travaillons sur le terrain. D'ailleurs, aujourd'hui, la première dynamique dans laquelle nous nous installons, c'est la dynamique de la formation. Au-delà de l'implantation de nos bases, c'est vraiment la formation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en général, les populations votent sur plusieurs critères qui ne sont pas les critères principaux. On vote pour le parti, je prends les élections locales par exemple, on vote pour l'individu, on vote pour la proximité avec la religion, la proximité ethnique, on vote pour des t-shirts, on vote pour de l'argent, mais on ne vote pas pour le programme ou le projet. Donc ADCI arrive pour dire, écoutez, mettons pas la terre, allons faire de la formation, allons chercher allons sensibiliser, allons former les populations à comprendre le rôle d'une élection, le rôle et le pouvoir de leur voix et de leur vote, et les emmener à s'inscrire d'ailleurs sur la liste électorale et à aller voter le moment venu. Quand on vous écoute, finalement, votre vision, quand on entend porteur d'espoir et nouvelle dynamique pour, la Côte d'Ivoire, vous nous présentez tout de suite vos ambitions politiques. Peut-être qu'un jour, Assali Tiemoko, un jour qui n'est pas loin peut-être, sera candidat donc à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. 2025 n'est pas loin d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je le dis. Je dis ça, je dis 2025. Rien. Non, la priorité, mais on peut le dire sans fou fuyant, 2025 c'est l'année prochaine. Nous avons notre lancement officiel qui va avoir lieu en octobre. À ce moment-là, on aura une position claire sur 2025. Mais pour l'instant, la priorité de ADCI, qui a à peine 3 mois, c'est de s'installer sur le terrain. Ma question avait une suite. Hein. Vous allez développer tout ceci. Parce que j'ai entendu dans votre propos, je vous ai entendu dire par exemple que vous n'êtes pas forcément pour les unions qui se défont après. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai surtout décrié le fait que l'idéologie à laquelle on veut s'agripper là, elle est parfois, on la laisse de côté et on va s'amouracher avec d'autres personnes, parfois avec des idéologies différentes ou contraires. Et donc je me dis, on ne peut pas s'appuyer sur l'idéologie pour en faire un cheval de bataille. C'est ce que j'avais dit. D'accord. Après, la politique est dynamique, elle est évolutive. L'environnement lui-même, la société évolue. Mais pour l'instant, en ce qui concerne aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, nous sommes plutôt en train d'installer nos bases. Mais surtout, le travail que nous allons faire dans les jours à venir, c'est un travail de renouvellement de la pensée, de renouvellement de la conscience politique. Dire aux citoyens, il y a des élections présidentielles, mais derrière des élections législatives. Dire qu'un député, ce n'est pas celui qui va construire vos hôpitaux. Un député, ce n'est pas celui qui va construire les routes. Un député est là pour voter des lois. Mais en plus, venez vous expliquer à quoi servent ces lois-là. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. D'accord. Monsieur Guébo, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Je suis aussi heureux de vous rencontrer, de vous revoir à nouveau, même s'il y a comme longtemps. Moi, j'ai 2 préoccupations. La première, vous n'êtes ni de la gauche ni de la droite. Vous ne pouvez pas vous affirmer comme un homme du centre quand je vous écoute. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un mouvement de déçus, de frustrés en fait, de l'ambiance politique, de tout ce qui concerne les partis politiques en Côte d'Ivoire? Non, nous sommes un mouvement qui veut faire des propositions. Nous constatons sur le terrain que les partis politiques, quels qu'ils soient, ont essayé. Il y a des succès, mais il y a beaucoup plus j'ai envie de dire, de choses de récrimination. Quand vous êtes déçu? Pas déçu, mais plutôt inquiet. Okay. C'est alarmant. Quand vous regardez l'environnement politique aujourd'hui, il est alarmant. Et face à cela, il faut se poser une question. Quel est l'héritage que nous laissons pour nos enfants? Et c'est pour cela que nous nous projetons vers l'avenir. Quand moi je regarde aujourd'hui l'environnement politique, je crains pour mes enfants. Ça fait peur.
Parce que la politique qu'on nous offre, l'environnement politique est une politique pour la mort, pour des frustrations. Est-ce que c'est pas trop dire? Ah ben si. C'est pas assez fort. Ah non, on a vu pendant 30 ans, chaque élection présidentielle, chaque élection locale même parfois, a entraîné des morts. Nous rêvons d'une politique qui donne la vie, une politique qui incite à la vie. D'accord. Okay. Quelles sont vos propositions pour un climat politique apaisé à l'approche des élections? Quelles sont vos propositions? Tout part de l'éducation et de la sensibilisation. On pourra faire un grand déballage des propositions, mais si à la base les populations ne sont pas sensibilisées, je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, j'ai été candidat à Bobo. J'ai perdu pourquoi? J'ai perdu simplement parce qu'on avait un super programme, alors que d'autres candidats n'avaient pas de programme. Mais on a perdu simplement parce que les populations auxquelles on s'adresse ne sont pas sensibles à cela. Je vais vous prendre des chiffres. À Bobo, c'est 404 000 électeurs. Vous avez 84 000 votants. Vous avez 320 000 personnes qui ne vont pas voter. Certains parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien d'aller voter. D'autres parce qu'ils ont en mémoire les élections de 2018 où il y a eu des morts. Et pour d'autres, ils ne savent pas à quoi ça sert l'élection. Donc, fondamentalement, il faut faire de l'éducation, il faut faire de la sensibilisation. C'est à ce prix-là seulement qu'on pourra construire une société durable. Mais justement, vous êtes quand même un acteur. On vous a vu en indépendant à Bobo. Qu'est-ce qui a valu justement cette collaboration avec Assane Etimoko? Non, mais on peut dire le mot ralliement, il n'y a pas de problème. Mais 3 choses. Premièrement, lorsqu'on est sorti de cette élection d'à Bobo, là, on a tiré les leçons. On s'est rendu compte que les gens, ceux qui ont voté, en tout cas les 80 et quelques mille qui ont voté pour le parti, ont voté pour la personne, ont voté pour les t-shirts, ont voté pour de l'argent, ainsi de suite. Donc, il fallait commencer à faire de la formation. Au moment où on entamait à faire notre programme de formation, il y a eu le mouvement ADCI qui était également dans cette dynamique-là. On s'est dit, mais pourquoi ne pas croiser nos visions? D'autant plus que celui qui porte ADCI, Assane Etimoko, c'est un homme de valeur. Il a en Côte d'Ivoire ici porté des causes au nom de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un patriote, c'est un homme qui est attaché profondément à la Côte d'Ivoire et à la cause des Ivoiriens. Ça joue et ça change tout. Donc on se dit, croisons et marions nos visions et puis avançons pour aller reconstruire cette Côte d'Ivoire dont on rêve tant. Je voulais demander, mon cher monsieur, vous avez parlé beaucoup de partis politiques. C'est donc peut-être que vous vous comparez à des partis. J'imagine qu'un mouvement a vocation à devenir un parti politique. Si oui, quelles sont vos ambitions, en fait, peut-être, pour la suite? Non, nous sommes un mouvement pour l'instant. Alors, je viens. Si je peux juste ajouter un petit point. Allez-y. Vous avez précisé, je crois, que le mouvement a été créé il y a 3 mois. C'est ça. Pourquoi est-ce que ça a été créé maintenant? Parce que c'est le bon moment. Pourquoi? Quelqu'un nous reprochait, oui, mais c'est trop tôt pour vous de partir, attendez après les élections de 2025. Mais si on attend, on nous reprochera demain d'être allé trop tard. Donc, je pense que c'est le bon moment. Entre l'élection municipale qui vient de finir, la sénatoriale, et l'élection présidentielle, c'est le bon moment. Parce que derrière, je dis, il y a l'élection législative. Et pour nous, notre ambition aussi à moyen terme, c'est d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et d'avoir une Assemblée nationale qui n'est pas monocolore et où il y a des vrais débats et où on peut avoir un groupe qui porte la cause des Ivoiriens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a un problème, un souci pour les Ivoiriens, les députés vont aller demander l'avis des partis politiques et la décision, même si elle va à l'encontre du choix des populations, elle va être adoptée. Donc il nous faut aujourd'hui avoir à l'Assemblée nationale des députés. Oui, et il faut devenir un parti pour être... Non, pas forcément. Ah bon? Pas forcément. On peut être un mouvement politique. Oui. Monsieur Guébou, moi j'ai une autre préoccupation. Tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, vous êtes un acteur, votre mouvement, vous êtes aussi un acteur politique. Et quand vous êtes un acteur politique, vous ne pouvez pas quand même vous taire en fait, devant tout ce qu'il y a comme difficulté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 1 an des élections présidentielles. On a ce qu'on appelle le dialogue politique. Vous, aujourd'hui, en tant que mouvement politique, en même temps que vous soyez acteur, qu'est-ce que vous proposez en fait, pour un climat plus pacifique, pour des élections plus crédibles, en fait, avec une CEI où tout le monde est unanime? J'ai répondu à la question en partie. Oui, mais justement, et là, mais il faut la répondre totalement. J'ai répondu en partie et je vais la rappeler. J'ai dit que la première chose, au départ, il faut déjà qu'on soit éduqué. Non, moi je vais être plus concret, parce que nous sommes à 1 an. C'est concret, l'éducation c'est concret. Parce que si on ne met pas, non je viens, si on ne met pas l'éducation au cœur du développement, on va passer à côté de tout. On pourra venir faire des propositions. Certains vont venir vous vendre du rêve et vous allez vous y accrocher. Il faut faire de l'éducation. On parle d'environnement politique apaisé. Mais on est apaisé quand on sait qu'au-delà de nos différences, de nos divergences et de nos récriminations, il y a la nation qui compte. On s'affronte sur le chiquier politique, mais au-delà, nous sommes des Ivoiriens. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, à ADCI, on veut aller au-delà des clivages. Et on veut brasser tous les Ivoiriens, de tous les bords politiques, de tous les partis, de toutes les ethnies et de toutes les régions, de dire, rejoignez-nous
au sein de ADCI pour que nous puissions construire ensemble la Côte d'Ivoire. Je vous garantis que dans des partis politiques, il y en a qui rêvent d'une rupture, mais ils sont contraints de rester. ADCI est une ouverture, est une porte ouverte pour eux. ADCI est une... Oui. Pardon, on a parlé du timing. Oui, selon vous, à quel moment est-ce que, à peu près 13 mois de l'échéance électorale présidentielle, à quel moment est-ce qu'on doit commencer à parler des programmes? On entend très peu parler de ça, en fait. Je pense que les programmes arrivent un peu pendant la pré-campagne et pendant la campagne. Mais ça voudra dire que lorsqu'on donne des programmes, on parle à des populations qui sont suffisamment éduquées et suffisamment à même de comprendre que le programme est l'élément déterminant dans une campagne et dans une élection. D'accord. Merci Israël Guebo d'être venu sur ce plateau. Nous rappelons que vous êtes du mouvement Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire. Vous êtes vice-président donc de ce mouvement-là en charge de l'éducation, de la formation et de la communication. Vous continuez donc à éduquer vos partisans. Il faut. Pour devenir des partisans assez forts qui vont vous accompagner dans votre vision. Je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis on attend de savoir si Assalé Tchiemoko, monsieur, sera donc candidat à l'élection présidentielle 2025. Je pense que surtout, on attend à ce que ADCI s'implante à travers la Côte d'Ivoire. Très bien. Merci à vous tous de nous avoir regardés, écoutés, suivis, partagés, commentés. Merci de rester avec nous. On se donne rendez-vous demain pour la dernière de ces vacances avec beaucoup de bonheur. On sera là demain 19h jusqu'à 20h30 sur Live TV, la télé sans filtre. Shalom.